Et si le mal n'était pas un bug dans le système de la nature, mais plutôt l'un de ses outils de création les plus redoutables? C'est l'idée, assez vertigineuse il faut l'avouer, qui est au cœur du livre de Howard Bloom, Le principe de Lucifer. Pour lui, le mal n'est pas une anomalie. Non, c'est une pièce maîtresse de la création, un outil que la nature elle-même emploie pour façonner le monde. Cette phrase de Solzhenitsyn, elle met le doigt dessus, pile sur le paradoxe qui nous intéresse. Le mal, ce n'est pas une force extérieure, tapie quelque part dans l'ombre, il est en nous, intimement lié à ce qu'on considère être nos meilleures qualités. Et c'est cette dualité qu'on va explorer ensemble. Voilà, la grande question de cette analyse. Comment est-ce possible que notre désir de faire le bien, de construire, de nous unir, puisse être le carburant des pires atrocités? Pour le comprendre, il faut voir comment nos intentions les plus nobles peuvent être complètement détournées. Et pour ça, il y a un exemple absolument tragique, mais très parlant, la révolution culturelle en Chine. C'est l'illustration parfaite de la façon dont un idéal peut basculer dans un cauchemar de brutalité. Alors comment ça a commencé? Faut se remettre dans le contexte. Après le désastre absolu du grand bond en avant qui a provoqué une famine monstrueuse, Mao est écarté du pouvoir. Pour revenir dans la partie, il va utiliser une tactique machiavélique, mais redoutable. Il ignore la vieille garde du parti et s'adresse directement à la jeunesse, en misant tout sur leur désir naturel de tout envoyer balader et de défier l'autorité. Et les premières cibles, ce sont les plus proches, les profs. On pousse les élèves à devenir des inquisiteurs, à traquer la moindre petite déviation idéologique. Une mauvaise note, une remarque en classe, hop, ça devient une preuve de trahison contre-révolutionnaire. Très vite, on passe des accusations à la violence organisée avec la formation des fameux gardes rouges. Et le point vraiment crucial ici, c'est que ces ados commettent des actes d'une cruauté sans nom. Humiliation publique, torture, destruction systématique de leur propre culture. Tout en étant absolument persuadés d'œuvrer pour une cause juste et noble. Ils nettoient la société. Et c'est là que le mécanisme s'emballe et devient hors de contrôle. Une fois que l'ennemi extérieur a été purgé, l'idéalisme se retourne contre lui-même. Des factions de gardes rouges, chacune jurant être plus fidèle à Mao que l'autre, commencent à se faire la guerre. Le dévouement au groupe a mené à une guerre totale entre les groupes. On a souvent tendance à penser que cette violence de groupe, c'est une sorte de corruption, une maladie de la civilisation moderne. Ce qui nous amène directement au premier grand mythe que le livre de Bloom veut complètement démolir, l'idée que la nature est un havre de paix et que c'est la société qui nous pervertit. D'un côté, il y a cette image d'Épinal, héritée de Rousseau, du fameux « bon sauvage ». L'être humain serait bon par nature, innocent. De l'autre, il y a la vision de Bloom, beaucoup plus brute. La nature n'est pas une mère aimante, c'est une force créatrice qui utilise la violence comme on utiliserait un marteau et un burin. Et les preuves sont partout dans le règne animal. C'est ça qui est fascinant. Non, la guerre de groupe, ce n'est pas du tout une invention humaine. On voit des fourmis qui organisent des raids et pratiquent l'esclavage, des chimpanzés qui mènent des expéditions punitives mortelles contre des clans voisins, et même des dauphins qui forment des gangs pour se battre. La violence collective, c'est une stratégie biologique qui a fait ses preuves depuis des millions d'années. Même l'exemple classique des sociétés préagricoles qui vivraient en parfaite harmonie, eh bien, ils volent en éclats. Les Kongs du Kalahari, qu'on a longtemps présenté comme un modèle de pacifisme, ont en réalité un taux d'homicide plus élevé que celui des quartiers les plus durs de New York. La violence n'est pas une invention de la civilisation. Bon, premier mythe, démoli. Passons au deuxième, qui est peut-être encore plus ancré dans notre culture occidentale. Le mythe de l'individu tout-puissant, seule et unique unité de sélection dans l'évolution. À la place, Bloom nous propose le concept de superorganisme. L'idée est simple, on n'est pas des acteurs indépendants. On est plutôt comme les cellules d'un corps plus grand, des composants d'une entité sociale qui a ses propres règles de survie et qui prime souvent sur la survie de ses membres. Et attention, appartenir à ce super-organisme, ce n'est pas juste une idée en l'air, un concept psychologique. Non, ça a des conséquences biologiques bien réelles. Surtout quand ce lien vital est menacé ou brisé. Et là, c'est vraiment ahurissant. L'isolement social, la sensation d'être rejeté par le groupe, ça ne rend pas juste triste. Ça peut déclencher des dépressions profondes, des maladies et même bloquer la croissance physique. Notre corps est littéralement programmé pour s'autodétruire s'il se sent inutile au groupe, car la survie en solo est impossible. Ok, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans ces deux grandes idées reçues, la nature pacifique et l'individu roi, on peut enfin s'attaquer au cœur du réacteur, à la thèse centrale du livre. Et la voici, le principe de Lucifer. L'idée, c'est que ce qu'on perçoit comme le mal, le conflit, la guerre entre les groupes, ce n'est pas un accident de parcours. C'est le moteur même de l'évolution sociale. C'est le processus brutal par lequel la nature sélectionne, teste et améliore les sociétés pour les rendre toujours plus complexes, plus efficaces. Alors, comment ça marche concrètement? On peut le décomposer en 4 temps. D'abord, il faut accepter qu'on est des pièces remplaçables d'un ensemble plus grand. Ensuite, ce qui soude cet ensemble, ce sont les idées, les cultures, les croyances, ce qu'on appelle les mèmes.
Troisièmement, ces superorganismes, définis par leurs idées, sont en compétition permanente pour les ressources et la domination. Et enfin, c'est ce conflit entre les groupes, et pas seulement entre les individus, qui est le vrai moteur de l'histoire. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre paradoxe du début. C'est brillant et terrifiant à la fois. Notre plus grande force, cette capacité à nous dévouer corps et âme pour une cause qui nous dépasse, c'est aussi le déclencheur de nos pires instincts. Ce même dévouement qui nous unit nous pousse à diaboliser et à détruire ceux qui ne font pas partie de notre groupe. Bon, c'est une vision assez sombre de la nature humaine, on est d'accord. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est juste condamné à rejouer sans cesse les mêmes tragédies ? La conclusion du livre est à la fois un avertissement très grave et une petite lueur d'espoir. La clé, elle est peut-être dans cette citation. Comprendre tout ça, ce n'est pas pour se résigner et dire « c'est comme ça, on n'y peut rien ». C'est pour comprendre la programmation biologique et culturelle qui nous pilote, pour peut-être, un jour, réussir à la déjouer. Le message final, c'est un appel à la lucidité, au courage de regarder les choses en face. Ça ne sert à rien de nier nos pulsions les plus sombres ou de faire comme si elles n'existaient pas. La seule chance qu'on ait de maîtriser ces mécanismes, c'est d'abord de les comprendre, de les regarder droit dans les yeux, sans détour. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui donne un peu le vertige. Si la violence de groupe est un outil si fondamental de la création, si elle est gravée dans notre biologie par des millions d'années d'évolution, a-t-on vraiment une chance de nous en affranchir un jour ? C'est peut-être le plus grand défi de toute notre histoire.